L'éducation inclusive, un terme qu'on entend beaucoup. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Souvent, on imagine juste mettre tous les élèves dans la même classe. Sauf que c'est tellement plus que ça. C'est une vraie révolution. C'est l'école qui doit se plier aux besoins de chaque élève, et pas l'inverse. Alors, la grande question, c'est ça. Comment passe-t-on de la simple présence physique dans une classe à un environnement où chaque élève, vraiment chaque élève, peut s'épanouir? C'est tout l'enjeu et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, pour bien commencer, il y a un point super important à clarifier. On mélange souvent deux mots, intégration et inclusion. Et pourtant, la différence est énorme. Elle est même au cœur de tout ce dont on va parler. Pendant des années, le mot à la mode, c'était intégration. L'idée, c'était que l'élève soit là, physiquement, dans l'école. Mais être là, ça ne suffit pas. L'inclusion, c'est le niveau au-dessus. Comme le dit très bien le réseau UNAPEI, il s'agit de créer un vrai sentiment d'appartenance. Que l'élève se sente à sa place, qu'il participe. En gros, qu'il ne soit pas juste un invité, mais un membre de la famille, un membre à part entière de la communauté scolaire. Ok, mais cette belle vision, comment on la rend concrète? Comment on évite que ça reste juste de belles paroles? Eh bien, ça repose sur deux grands principes. On va commencer par le premier, qui est très très pratique. Ce premier principe, c'est ce qu'on appelle l'aménagement raisonnable. Le nom peut paraître un peu technique, mais l'idée est toute simple. Le manuel de CBM le résume parfaitement. C'est agir tout de suite avec les moyens du bord pour aider un élève. C'est du concret, de l'immédiat. Pas besoin d'attendre des mois ou un budget colossal. Aménagement raisonnable, d'accord. Mais en pratique, ça veut dire quoi? Pour bien piger le concept, il y a un petit exercice génial. Imaginez, on est en groupe, on a une feuille de papier et une seule phrase de départ. La première personne prend le stylo et ajoute son idée. Un truc du genre, faire des changements tout de suite avec ce qu'on a déjà. Et là, au lieu de montrer ce qu'elle a écrit, elle plie le papier pour le cacher. Hop! Et elle le passe à son voisin. L'idée, c'est que chacun ajoute sa pierre à l'édifice sans être influencé par les autres. On construit brique par brique. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? On déplie la feuille et tadam! On a une définition super riche, créée par tout le monde. Et c'est ça qui est génial. Ça montre que l'aménagement raisonnable, ce n'est pas forcément une histoire de gros sous ou de matériel de pointe. C'est avant tout une question d'intelligence collective, de créativité et de travail d'équipe. Voilà, pour le premier principe. Le second, c'est la conception universelle de l'apprentissage, ou CUA. Si l'aménagement raisonnable, c'est un peu comme mettre un pansement sur une situation qui existe déjà, la CUA, c'est penser en amont pour éviter la blessure. L'image parfaite, c'est la rampe d'accès. Au départ, on la construit pour une personne en fauteuil roulant. Mais au final, qui l'utilise? Les parents avec une poussette, le livreur avec son diable, tout le monde. Eh bien, la CUA, c'est exactement ça, mais pour l'apprentissage. Cette fameuse CUA, elle repose sur trois grandes questions. D'abord, le pourquoi. Comment on motive les élèves? Comment on suscite leur intérêt? Ensuite, le quoi. Comment on présente les informations? Est-ce qu'on peut utiliser des vidéos, des textes, des schémas? Et enfin, le comment. Comment les élèves peuvent nous montrer ce qu'ils ont compris? Bref, l'idée, c'est de proposer plusieurs chemins pour arriver à la même destination. Bon, on a vu les grands principes. C'est super. Mais maintenant, concrètement, avec quoi on travaille? C'est quoi la boîte à outils de l'inclusion au quotidien? Le premier outil et le plus important de tous, c'est l'humain. C'est simple, hein, mais c'est fondamental. Ça veut dire qu'on ne décide pas des choses tout seul dans son coin. On co-construit. On met autour de la table les profs, les élèves, les parents. Et on suit ce cycle simple. On observe ce qui se passe, on réfléchit ensemble à comment l'améliorer et on agit. C'est une responsabilité partagée. Et à côté de cet aspect humain, on a bien sûr le numérique. Et là, les possibilités sont énormes. Pensez aux logiciels qui lisent un texte à voix haute, aux aides pour l'écriture, pour s'organiser. Tous ces outils ne sont pas des gadgets, ce sont des béquilles qui permettent de contourner un obstacle pour aller directement à l'essentiel, apprendre. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. Notre cerveau, il a une quantité d'énergie limitée, un peu comme une batterie. Si un élève dépense toute son énergie juste à déchiffrer des lettres, il n'en a plus pour comprendre le sens du texte. Le numérique, en prenant en charge ces tâches de base, ça libère de la bande passante dans le cerveau. Et cette énergie libérée, l'élève peut l'investir là où ça compte vraiment, dans la compréhension, la réflexion, l'analyse. Ok, la théorie c'est bien beau, mais sur le terrain ça donne quoi? Est-ce que ça marche vraiment? Allons voir quelques exemples qui parlent d'eux-mêmes. Je trouve cette phrase d'une enseignante indonésienne absolument magnifique. Elle dit « Enseigner dans une école inclusive n'a pas seulement amélioré mon enseignement, ça a changé ma vie et ma façon de penser. » Waouh, ça dit tout, non? On ne parle pas juste d'une nouvelle méthode de travail, on parle d'un changement de regard, d'une transformation personnelle profonde.
Et en France aussi, il y a des initiatives incroyables. Quand on regarde les projets portés par le réseau UNAPE, un mot ressort partout: partenariat. L'école ne peut pas tout faire toute seule, c'est impossible. Alors elle s'allie avec des acteurs de la santé, comme les ARS, avec les MDPH, avec les communes, les universités. La clé, c'est de travailler ensemble pour créer des solutions sur mesure, vraiment adaptées au contexte local. Ces projets locaux sont de véritables bouffées d'oxygène. Ils montrent que c'est possible. Mais le vrai défi, c'est de ne pas en rester là. Comment passe-t-on de quelques projets exemplaires à un système éducatif qui soit inclusif par défaut? Et là, il faut être clair. C'est une responsabilité qui incombe à l'État. C'est au gouvernement de s'assurer que le droit à l'éducation pour tous n'est pas juste une belle phrase dans un texte de loi, mais une réalité. Leur rôle, c'est de construire et de faire fonctionner ce système. Et pour que le système change vraiment, il faut agir sur plusieurs fronts en même temps. Il faut des programmes scolaires qui ne soient pas rigides comme du béton, mais flexibles. Il faut former tous les enseignants, pas juste une poignée de spécialistes. Et bien sûr, la base de tout, garantir que chaque école est un lieu sûr, accueillant et physiquement accessible pour absolument tout le monde. Au final, la question qu'on doit se poser est celle-ci. Comment fait-on tous ensemble pour construire des écoles où chaque élève a vraiment sa place? Ce n'est pas juste une question de pédagogie ou de budget, c'est un vrai projet de société. Ça demande une vision, bien sûr, ça demande des outils, on en a vu, mais par-dessus tout, ça demande une volonté collective, partagée, de se dire que c'est dans la salle de classe que l'on commence à bâtir un monde plus juste pour demain.